Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ses œuvres ne se comptent plus. Il est notre fierté et la fierté de tout l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec en général. Mesdames et messieurs, avec honneur et fierté, je reçois un des grands de chez nous, l'artiste peintre, M. Roger Pellerin. Monsieur Pellerin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Pellerin, parce que je sais que vous êtes une personne très discrète. Je me demandais, est-ce qu'il va venir à mon émission? Parce que je sais pertinemment bien que vous n'êtes pas, vous ne voulez pas être de toutes les tribunes, puis vous êtes un homme effacé. Ça, je le sais. Ben, pas tant que ça. Là. Mais non, mais je veux dire, vous êtes quand même un homme qui n'aimait pas la propagande, puis qui... Non. Vous n'êtes pas front page, comme on dit. Excusez l'expression anglaise, mais vous n'êtes pas ce genre-là. Vous faites un travail extraordinaire. Les gens le reconnaissent, puis pour vous, c'est... Ouais, moi, je préfère mettre mon art en avant que moi. Voilà, exactement. Ça, c'est bien dit. Monsieur Pellerin, on va faire une petite rétrospective là, de votre carrière, mais on va y aller aussi là, au tout début de votre carrière, parce que quand on regarde ce superbe livre, puis soit dit en passant, qu'on va parler aussi beaucoup, abondamment, parce que c'est un livre qui est vraiment extraordinaire, qui vient des éditions du Quartz, dont on va parler un petit peu aussi vers la fin de l'émission. À quel endroit vous êtes né, M. Pellerin? Ouais, moi, je suis né à la campagne, à Sainte-Eulalie. C'est pas loin de Victoriaville, là, de Sisville, Drummondville. Tu sais, ça va être 5000 de toutes ces places-là. C'est dans la Mauricie, ou à peu près, Chaudière-Appalaches, Mauricie, c'est un petit peu... Non, c'est pas des Appalaches, non. C'est, mettons, prenez Trois-Rivières, là, puis il y a une route qui mène à Sherbrooke. Oui. De l'autre côté. OK, de l'autre côté, OK. Oui, du côté sud. Puis, fait que ça se trouve être au coin de ça, la Trans-Canada. Puis, un très beau coin, soit dit en passant, un coin que je vais assez souvent, parce que je me rends à Thetford-Mines assez souvent, fait qu'on passe pas loin dans ce coin-là, pas loin. Vous avez été élevé par vos grands-parents? Oui, par mes grands-parents, oui. Parce que quand je suis né, bien, ma mère n'était pas mariée, puis bon, bien, c'est ça. J'ai eu la chance, dans le fond, que mes grands-parents m'adoptent, puis oui. Fait que j'ai resté dans la famille. Monsieur Pellerin, on dit que quand vous étiez jeune, vous démontiez tout ce que vous touchiez, ou à peu près. C'était une passion. Il fallait que vous alliez voir qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'est un peu ça? Je fais encore ça. Vous faites encore ça aujourd'hui? Je ramasse des vieux radios, des télévisions, tout ça, je les démange, puis des fois, je récupère les petits morceaux pour faire des petits bonhommes avec, puis des choses comme ça. Fait que cette passion-là a toujours été en vous? Oui, oui, c'est le fun. Au début des années 50, vous devez quitter vos grands-parents et vos deux tantes également, qui prenaient soin. Ça, on dit dans votre livre que ça a été un choc. Oui, parce que là, je pars de la campagne, puis j'arrive à la ville. Puis, fait que moi, mes compagnons de jeu à la campagne, ben quoi, c'était les animaux, tu sais, les chevaux, les vaches, les cochons. Là, tout à coup, j'arrive en ville où... Oh, pareil, c'est pas pareil. Puis ma mère avait marié une ancienne police. Bien, il est sorti de la police, il s'est marié. Fait que lui, c'était des règlements, tu sais. Puis, fait que là, je tombais avec des règlements, moi qui n'en avais jamais eu. Vous, sur la Terre, vous étiez libre. J'étais libre. Puis complètement libre. Ah oui, oui. Puis là, vous vous emmenez, puis vous tombez avec des règlements. Ouais. Vous n'avez plus cette certaine liberté que vous aviez. Ce sont les règlements. Il n'y a plus de chevaux, de vaches, etc. Vous êtes en ville. C'est ça. Le dépaysement a été c'était Asbestos. Je ne sais pas si vous connaissez Asbestos, la mine d'amiante. Oui, exactement. Alors, le terrain de jeu en arrière, c'était comme on dit, la mine à la voie des scories. Là. Fait qu'il y a des montagnes de scories. Puis c'était ça qui était Puis il y avait le parc aussi quand même. Tu sais, le parc était beau à Asbestos. Oui. Fait que ce fut quand même un choc. Il y avait un choc, mais en même temps, ben, j'ai quand même passé à travers. Oui, exactement. C'est dans les... c'est la vie, comme on dit. Hein. Ouais. Vos débuts à l'école, moi j'aimerais ça en parler, parce qu'apparemment, ce fut assez difficile. Et puis, on allait même jusqu'à vous nommer le rebelle. Bien, c'est parce que j'étais indiscipliné. Hein, puis une mauvaise habitude aussi, c'est que je voulais... Je ne sais pas si je voulais avoir le dernier mot, bien, je répliquais tout le temps. Tu sais, on me disait quelque chose, puis là, ben moi, j'avais toujours quelque chose à dire. Et puis ça déplaît
au professeur, ça déplaît. Habituellement, oui. Un professeur aime dire, bon, fais ci ou fais ça, mais n'aime pas se faire donner une réplique. Non. Habituellement, il n'aime pas ça. Moi, c'est pas de ma faute, j'ai rien fait, c'est pas moi. Puis, je veux dire, je suis encore de même, je pense. Là. Mais, fait que c'est ça. J'avais des problèmes avec eux autres, oui. Quelques petits problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on vous nommait le rebelle à ce moment-là. Oui, probablement, oui. Est-ce qu'on peut dire, M. Pellerin, que l'encyclopédie de la jeunesse des éditions Groslier a vraiment changé votre façon de faire? Vous avez pris contact avec l'art à ce moment-là? Peut-être, oui, c'est sûr. Oui. Parce qu'avant, chez mes grands-parents, il n'y avait pas de livre, là, vraiment. Là. Fait que là, ça, l'encyclopédie, oui, j'étais là-dedans tout le temps. Je l'ai quasiment tout lu. Des livres extraordinaires, qui sont des livres extraordinaires. Oui, des histoires, contes et récits. J'aimais bien ça. Puis il y avait des beaux dessins, puis les pays, les nations, toutes ces choses-là. Là. Est-ce que c'est un peu ça qui vous a donné le goût de l'art? C'est possible, oui. Je ne pourrais pas dire exactement, là. Mais c'est possible, oui, parce que dans cette encyclopédie-là, il y avait Beaux-Arts. Puis moi, Beaux-Arts, ça a toujours été, jusqu'à temps que j'y aille, quelque chose d'extraordinaire dans mon imagination. Okay. J'imaginais ça, puis pour moi, l'École des Beaux-Arts, c'était le summum, autrement dit. Oui, c'était comme quelqu'un qui rêve d'aller à l'université. Moi, c'était les Beaux-Arts. C'est ça. Juste le nom, ça me fascinait. Ça vous fascinait. Oui. Il y a également un passage au mont Saint-Antoine avec les frères de la Charité. Ça aussi, ça a changé votre vie? Oui, parce qu'en fin de compte, j'ai vu un autre côté de la réalité. Comme on pourrait dire, mettons, si je me place à l'école à Asbestos, les maîtresses puis les frères, c'est toujours la punition pour rien, dans le fond. Tu fais. Tandis qu'au mont Saint-Antoine, là, tu arrives, OK, c'est une école de réforme qu'ils appelaient, là. OK. Mais moi, je n'ai pas vu d'école de réforme là. J'ai vu des frères, j'ai vu des jeunes. Il y avait des jeunes qui orphelins, il y avait toutes sortes de... On était petits, j'avais 13 ans, tu sais. Oh, OK. C'est pas vieux. Puis, moi, en tout cas, c'est une belle période de ma vie. On faisait des sports, toutes sortes d'affaires. Puis... Parce que dans ce temps-là, quand on parlait d'école de réforme, c'était... Oui, exactement. C'était grave. Le gars, il est à l'école de réforme. Peut-être, lui, c'est tout un moineau, c'est tout un diable. Oui, là, tu es étiqueté, autrement oui, exactement. Là, puis, là, ça va être marqué dans ton front à vie que tu as fait l'école de réforme. Exactement. Mais vous, c'était pas ça. Non, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, où je l'ai un peu ressenti comme ça, quand même, un petit peu, mais vous n'avez pas trouvé ça difficile? des amis, pas en tout. Puis je me suis aperçu assez vite que les gens qui étaient là étaient beaucoup moins hypocrites que les autres que j'avais connus avant. Oh, ça, c'était... Oui, ils étaient plus francs. Puis les gars aussi, les jeunes, c'était du monde qui était franc, puis qui avait, c'était plus la réalité de la vie qu'une sorte de jeu. Fait que pour vous, c'était un plus. Pour moi, ça a été un plus, oui. Puis je ne le regrette pas aujourd'hui, puis je n'ai pas honte de le dire non plus. Les frères, ils ont été corrects avec moi. On en parle justement, que c'était vraiment quelque chose de bien dans votre vie. Puis aujourd'hui, il y a des scandales avec les frères, là, puis les petits jeunes. Là. Oui. Bien, moi, au Mont-Saint-Antoine, là, d'accord, on pouvait entendre parler des affaires d'un fois, là, des farces que d'autres faisaient. Là, mais je n'ai jamais eu connaissance de rien qui s'est passé là avec... J'hésitais à vous poser cette question-là parce que, justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui... On était au courant un petit peu quand même qu'il y avait un danger là. T'sais. OK, mais vous n'avez rien, absolument rien. Absolument rien. Rien vu, rien... Non, moi, pour dire, les frères, à ce moment-là, ils ont été bien corrects avec moi tout le temps. Excepté que, c'est sûr qu'au Mont-Saint-Antoine, ce qu'il y avait, là, c'est que quand tu faisais quelque chose qui n'était pas correct, bien là, c'était pas mon petit garçon va t'asseoir dans le coin ». Non. Le frère, il se promenait avec un grand bâton de hockey, puis t'en sabrais un coup dans les jarrets. Fait que là, avant de refaire le même coup, on y pensait 2 fois. Bien, le truc, c'est de se sauver. Pas de s'évader de la place. Non. De se sauver d'à côté de lui, là, tu sais. Quand tu voyais le frère qui s'en est sur toi, là... Avec son bâton. Décolle. On ne va pas jouer du hockey, là. Fait que là, tu te sauves, lui, il a le temps de se calmer. C'était un bon truc. En tout cas, ça a bien marché. Monsieur Pellerin, il y a eu une rencontre avec un certain Lucio, artiste peintre, et votre entrée à l'École des Beaux-Arts. Qui est ce fameux Lucio? Lucio de Heu. C'est un ami que j'ai rencontré à Sorel. C'est un gars qui a à peu près le même âge que moi. Puis lui, il a fait ses Beaux-Arts à Montréal. Okay. Et puis il est devenu enseignant. Maintenant, il est à sa retraite. Puis ça a été vraiment mon meilleur ami là, à ce moment-là. Puis c'est un gars
faut dire qu'il y a eu une certaine influence sur moi dans le sens qu'il était correct, tu sais, il était franc, puis il y avait toutes les qualités qu'en fait, comme moi, j'apprécie chez quelqu'un, tu sais. Ça, ce mot-là revient souvent dans le livre, puis la franchise, parce que vous êtes un homme franc. Oui, c'est bien important. Puis, pour vous, c'est important. Donc, c'est important que les gens autour de vous soient aussi francs. Oui. C'est officiel parce que quand ils ne le sont pas, bien là, tu le perçois de certaine façon, puis c'est pas intéressant. Tu sais. Exactement. OK. Après ça, il y a eu la rencontre avec un groupe de musiciens dont font partie Walter Boudreau et un de chez nous, Raoul Duguay. Oui. Qui est ce fameux Walter Boudreau? Bien, Walter Boudreau, c'est encore des gars de Sorel. Présentement, c'est le chef de la Philharmonie à Montréal là, de musique d'art contemporain. Ah, OK. Depuis plusieurs années. Donc, on peut dire que c'est une grosse tête là, dans la musique. Là. Puis c'est un gars. Puis c'est lui qui a fondé l'Infonie. Tu sais. L'Infonie, c'était une gang de gars, en fin de compte, qui viraient tout à l'envers. Dans le genre, dans le sens que les valeurs qu'il y avait, ils riaient de ça, si on pourrait dire, mais sans méchanceté. Là, oui, exactement. C'est juste, là, on s'habille en clown puis on fait de la musique, tu sais, mais dans le fond, dans sa musique, il pouvait jouer du Bach et puis du Handel, et puis aussi improviser, tu sais. C'est un émule de Frank Zappa, puis, entre autres. Là. OK. Alors, c'est pour ça que... Puis ça, l'Infonie à Montréal, à un moment donné, c'est ça. En 67, ils ont joué à l'Expo. Oui. Et puis, il a rencontré Raoul Duguay. Puis Raoul, il a trippé là-dessus. Oui. Puis, Raoul, il est devenu un gars de la gang, de Sorel, autrement dit, pendant 2-3 ans. On va en reparler de Raoul Duguay tantôt, un petit peu plus loin, M. Pellerin, parce que ses poèmes vous ont inspiré. Ah oui, beaucoup. Raoul, c'est un bon gars. On va le voir aussi, là, que vous avez fait plusieurs peintures de... J'en ai quelques-unes, oui. Par rapport à ses poèmes. Oui. Exactement. À un moment donné, j'ai demandé à Raoul si je pouvais utiliser ses poèmes, puis je l'ai fait. Ah oui, parce qu'on voit de très belles peintures dans ça. Est-ce qu'on peut dire que tout ça vous a amené un peu... de refuge en vagabondage, à buveur de bière. Il vous est même arrivé de vendre des dessins sur la rue pour une bière. Ça, moi, j'ai vu ça là-dedans. Ben oui. Ce sont des choses, moi, que je considère bien normales, tout simplement. Je les ai plutôt données, là. Plutôt données. On a pris une bière après. Ben, ça fait partie aussi du folklore, tu sais. Oui. Comme mes chums à Sorel, des fois, quand on se revoit 10-15 ans plus tard, j'en ai un, entre autres, Claude, tu sais, qui est là, on est tous ensemble, puis là, il se met à compter quelque chose que j'ai fait, supposément. Puis moi, je l'écoute, puis je me dis, il est un peut-être de Merel, j'ai jamais fait ça, c'est une niaiserie. Puis là, à un moment donné, je m'aperçois que dans le fond, c'est le folklore, c'est qu'il exagère, puis bon, puis c'est comique, puis tout le monde rit. Fait que on laisse passer, puis on dit, oui, pourquoi pas, tu sais, puis ça fait partie du... Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du folklore. Voilà. De la légende. Monsieur Pellerin, on est rendu maintenant là, à la rencontre de René. René E. Oui. On est toujours ensemble. C'est ça. On est toujours ensemble, oui. Qui est devenu votre conjointe. Oui. Puis encore aujourd'hui, elle est à vos côtés. Oui. En 1975, vous vous établissez à Québec et vous louez une vieille maison vous redécouvrez la gravure à ce moment-là. Oui. C'était quoi cette vieille maison-là? Puis c'est une maison, c'est parce que la Ville de Québec a démolissait les maisons pour faire une autoroute, justement pas très loin de l'auberge des gouverneurs. Là. Mm-hmm. Et puis à un moment donné, comme ça arrive de temps en temps, le gouvernement change, le projet est abandonné. Oui. Alors là, la Ville avait des maisons. La démolition arrêtait à côté de cette maison-là. Puis moi, ça donnait que je demeurais là, en bas. Puis les gens, ils ont vendu leur maison parce qu'ils ont gelé l'hiver. Tu sais. Okay. Puis moi, j'ai loué toute la maison avant qu'elle soit démolie. Ils ne savaient pas quand qu'elle démolirait, tout ça. Okay. Fait que j'ai demandé au gars de la ville si je pouvais la louer pour me faire un atelier au deuxième. Et puis, parfait. Fait qu'ils m'ont loué ça pas cher. Puis je l'ai démoli, moi, par l'intérieur. Ah, OK. C'est-à-dire que j'ai enlevé les murs, tout ça, de vieux bois. Ça avait été construit en 1800 quelque chose, cette maison-là. Alors, avec le bois, j'ai fabriqué des tables et des armoires. J'avais une cour en arrière, puis les gens qui faisaient de la rénovation, parce que j'ai resté là 8 ans,
les gens qui faisaient des rénovations autour, ils m'emmenaient souvent leur bois au lieu d'aller le domper à la dompe. Ils s'en allaient. Parce que je chauffais au bois. Puis moi, dans ce bois-là, je le triais, puis je faisais des meubles avec ça. Alors, parce que je suis aussi artisan, pas ébéniste. Vous êtes dans l'art. Je suis dans l'art, mais je suis capable de me faire des meubles. J'avais découvert une table dans le... Il y a un bateau, une réplique de Jacques Cartier, là, à Québec, là, dans la marina. Hein. Oui. Puis je l'avais visité ça une fois, puis il y avait une vieille table, là, elle ne datait pas de 1600, mais elle avait été faite selon les modèles du 15e siècle. OK. Et puis, tout en bois, puis en cheville. Alors, moi, j'ai pris le modèle, je l'ai dessiné, et puis j'en ai refait une quinzaine, finalement, de ces tables-là. J'en ai encore une chez nous. Ah oui? Elle vaut, pour vous, elle vaut de l'or en barre. Ben, j'en suis persuadé. Absolument. Monsieur Pellerin, Québec offre vraiment trop de distractions. Alors, vous décidez avec René de quitter pour l'Abitibi, plus précisément à l'île Népawa. On est en 1982. Oui. Bien, c'est parce que la Ville de Québec, justement, avant cette maison-là, aux enchères, parce que là, à un moment donné, ils décident qu'ils ne démolissent plus, là, eux autres, ils ont changé d'idée. Ils vendent, parce qu'il n'y a pas juste ma maison, il y en a 3 là, collés ensemble. Ils vendent ça aux enchères. Ils vendent la mienne aux enchères, c'est-à-dire. Puis l'autre, ça devient une maison de jeunes. Et puis, bon, je la perds parce que je n'ai pas soumissionné assez haut. Et puis, fait que là, on décide de s'en aller, peut-être en Gaspésie, parce qu'on aimait bien le bord de la mer. Mais ça a donné qu'il y avait des amis chez nous, puis je connaissais qui venaient de l'Abitibi. Et puis, c'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'il y avait une maison à louer à l'île Népawa. Moi, l'île Népawa, j'ai de l'imagination. Hein. Fait que, pour moi, l'île Népawa, c'était une maison sur le bord du lac. Fait que je me voyais assis sur la galerie, puis le lac juste en face. En avant. Bien, c'est pas tout à fait ça, là, parce que dans le fond, c'est un rang. Oui. Mais finalement, je trouvais ça sympathique pareil, parce que... Et vous êtes établi là en 82. On parle de 1982. En 82, oui, c'est ça. Et vous êtes toujours résident aujourd'hui de l'île Népawa, oui. dans cette même maison? Dans cette même maison, oui, qui appartient à Mme Ouellet, Elisabeth Ouellet. OK. Donc, c'est dans le calme de la nature, à 2 pas du lac Abitibi, que vous commencez à créer vos œuvres. Bien, j'aurais commencé à Québec quand même. Oui, à Québec, oui, c'est ça. Oui. OK. Mais vous avez continué d'avoir vos œuvres. Oui, exactement. Puis là, j'étais plus tranquille, comme on pourrait dire. Moins de distractions. Moins de distractions, aussi. moins d'influence. Parce que quand tu es dans le milieu des arts, que ce soit Québec ou n'importe où, tu as tes amis, c'est des artistes aussi. Et puis, bon, souvent, qu'est-ce qui arrive? Tu fais quelque chose, puis là, les autres portent un jugement sur ce que tu fais. Puis si tu es le moindrement influençable, des fois, ça peut te faire bifurquer sur un bord ou sur l'autre. Alors là, je suis tout seul, je suis tranquille, je suis en campagne. Si j'ai de l'inspiration, elle me vient de la nature, parce que moi, c'est mon environnement tout le temps. Alors, je trouve ça parfait là, pour la création. Là. Puis votre conjointe aussi qui a suivi des cours à ce moment-là en formation, une formation en art à l'UQAT. Oui, exactement. Elle a obtenu son certificat d'art plastique. Vous parlez très peu politique, mais vous avez fait 2 œuvres qui en disent long. Ah oui. Ref et Random. Je ne sais pas si on pourrait peut-être, on va demander ici, parce que là, on va jouer un peu de la caméra pour montrer aux gens. Ouais. Puis, une autre œuvre qui se dit oui, non. On va regarder ici pour commencer. Ce sont 2 magnifiques. On va prendre le temps de les montrer, M. Pellerin. Parce que quand il y a eu le référendum, justement, à Québec, à ce moment-là, comme je vous dis, moi, je m'intéresse à mon environnement. Et puis, à ce qui se passe aussi dans la ville. Hein, puis, à Québec, j'étais impliqué dans le comité de citoyens de Saint-Gabriel. Okay. Alors, puis, à un moment donné, j'ai voulu illustrer le oui-non. Justement, c'est celle-là ici. Okay. D'un côté... On parle de celle-là ici. Oui. Là. OK. Comme ça, d'un côté, j'ai fait positif, puis de l'autre côté, négatif. OK. En mettant, ce qui est en noir est négatif. Pour moi, là. OK. Et puis, ce qui est en blanc est positif. Puis, en faisant mon positif-négatif, à un moment donné, j'ai fait un chien. OK. Parce que j'en faisais quasiment dans toutes mes gravures. Oui, on en voit beaucoup, oui. Puis là, je l'ai fait sur l'autre bord, puis c'est là que ça m'a donné l'idée de référendum. Les 2 chiens qui se sentent là derrière avec la fleur de lys et puis la feuille d'érable. Ça a été bien bon. Ça, j'en ai vendu un paquet à Québec avant le référendum. C'était l'inspiration du moment?
On parle du référendum, c'est sûr. Bien, comme je vous dis, moi, c'est la ville, c'est les gens dans la ville, c'est ce qu'ils pensent, c'est tout ça. Là, Alors, le référendum, ça faisait partie de la société, tu sais. Et puis, surtout, là, parce que je ne peux pas dire que j'étais politisé. Je ne suis pas politisé parce que, vous savez, le politique... Ça vous laissait... Tu sais, ça peut être sur un bord sur l'autre. Oui, beaucoup d'hommes politiques sont dans un parti et puis à un moment donné, ils sont dans un autre. René Lévesque était libéral avant de devenir... Oui, puis on en a vu plusieurs. Mais encore aujourd'hui, on en voit aussi. Il y en a plein qui passent d'un parti à l'autre. On pourrait en parler beaucoup. On appelle ça des vires capots. Voilà, c'est le mot idéal. Autoportrait. En 1977, l'artiste et son modèle. Ça, ici, c'est une autre magnifique peinture ici. Oui, c'est un dessin. C'est ça. En fin de compte, c'est l'autre aspect aussi de mon affaire. C'est moi, je récupère des choses. Puis ça, c'est une plaque de métal, de zinc, qui a été récupérée, puis que j'ai gravée à l'envers. Okay. Alors, à ce moment-là, je suis complètement libre, puis je fais, c'est spontané. C'est tout à fait spontané. Puis, une que je trouve, je les trouve toutes extraordinaires, là, mais il y en a une, entre autres, que j'aimerais beaucoup montrer. Celle-là ici, M. Pellerin, expliquez-nous-la, qui est préparation au mariage. Ah oui, c'est à cause. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir... Bon, elle est ici. Elle est justement là, ici. Bon, OK, je vais m'enlever les doigts de là, mais regardez tout ce qu'il y a là-dedans, juste qu'un écureuil dans ça, c'est... Ben oui, c'est à cause que quand on s'est rencontrés, moi et René, à un moment donné, on est allé passer un hiver dans un camp en Boiron qui appartenait à un trappeur qui nous avait prêté. Puis on mangeait du castor et tout ça. Et puis c'est ça, c'est l'intérieur du camp. Puis pendant ce temps-là, ma blonde, elle lisait l'Iliade d'Homère. Et puis moi, je coupais du bois, puis je dessinais, puis je suis une érablière. Hein? Alors, avec des érables morts, là, je pouvais sculpter des trucs. Là. C'est pour ça que j'ai appelé ça préparation au mariage, parce qu'en fin de compte, on s'est mariés après, au printemps. La nature, pour vous, ça représente quoi? Bien, c'est pour dire, c'est l'essentiel. C'est la vie. C'est la vie. Hein, on en fait partie. Puis, Moi, là, si je vous demandais, parce que là, il va aller plus vite, parce que je viens de voir que le temps passe, c'est incroyable. Marc-Aurèle Fortin. Marc-Aurèle Fortin, quand j'étais étudiant à l'École des Beaux-Arts à Québec, on allait souvent au musée, puis le musée à Québec, il est plein de Marc-Aurèle Fortin. Et puis ici, à un moment donné, il y avait, pour demander des subventions, les artistes doivent se trouver un partenaire. OK. Puis la ville de Macamic, à ce moment-là, elle voulait organiser une exposition, une salle Marc-Aurèle Fortin ici, à la gare. Oui. Il y avait un comité là-dessus. Alors, c'est en rencontrant le comité que j'ai eu l'idée, justement, de faire l'histoire de Marc-Aurèle Fortin. Alors, ça donnait bien. Ça faisait 33 ans qu'il était mort. Moi, le chiffre 33, j'aime bien ça. Et puis, il y a 33 pages, 33 gravés. Oui, exactement. Puis là, c'est quelques œuvres qu'on a montrées de Marc-Aurèle Fortin. J'aime beaucoup Marc-Aurèle Fortin parce que c'est un vrai artiste, ça, lui, c'est l'art qui l'intéressait, tu sais. Et puis, pas tout ce qui entoure l'art, ça ne comptait pas tellement pour lui. Alors, c'est un peu... D'après le poème de Raoul Duguay, on revient à Raoul Duguay, Les Sept Alliances. Oui. Vous avez fait un dessin qui est extraordinaire. Ouais. Alors, pourquoi, qui était pour vous Raoul Duguay? On va montrer ça. Raoul Duguay, c'était un ami là, à ce moment-là. C'était un très bon ami. Et puis, Les Sept Alliances, c'est pas un poème de Raoul, c'est mon dessin que Raoul a écrit le poème. Raoul a écrit le poème, OK. Dessus. Et non pas l'inverse. Non pas l'inverse. Mais ici, on le voit ici. À ce moment-là, la gang, si on pourrait dire, il y avait toutes des préoccupations spirituelles. La majorité, c'était des préoccupations de la spiritualité hindoue, de Bouddha, Aurobindo et tout et tout. Et puis moi, vu que ma grand-mère, moi, était bien catholique, et puis la Bible, tu sais, je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé toutes les histoires qu'il y avait là-dedans. Fait que je me disais, si la religion hindoue est intéressante, Bouddha est intéressant, la religion catholique, puis l'Ancien Testament, c'est intéressant aussi. Alors, c'est ça qui m'intéressait. Les Sept Alliances, ça faisait partie de l'histoire de la Bible
Puis Raoul, il a écrit un beau poème là-dessus. Moi, il y a une peinture aussi dans ça qui me fascine, M. Pellerin, vraiment. En tout cas, je ne le dirai jamais assez, là. Elles sont toutes extraordinaires, mais on dirait qu'il y en a qui sont pour une personne qui va regarder votre livre, peut-être que moi, je vais aimer une telle gravure, l'autre va dire, non, moi c'est pas elle, c'est l'autre. Mais ici, là, il y en a vraiment une, puis j'aimerais que vous l'expliquiez, c'est la fameuse Jacqueline. Pas que je me trompe. Ici, Jacqueline. Oui, la Jacqueline. Oui, c'est quoi pour ça, monsieur? Bien, entre autres, elle a été nommée en l'honneur de Jacqueline, qui est ma belle-sœur, qui est décédée, malheureusement. Elle était diabétique. OK. Et puis, bon, ben, c'était une petite chanson, une petite ritournelle pour lui rendre hommage à elle, là, que la Jacqueline, tu sais. Puis moi, en fin de compte, tous mes trucs, c'est symbolique. Il y a beaucoup de symboles dans ça. Hein. OK. Alors, tout se lie à travers, justement, les symboles que ça contient. C'est symbolique et poétique aussi. On peut s'imaginer notre propre histoire en regardant mes gravures. La nature vous inspire énormément. On le voit dans ça. Oui, beaucoup, beaucoup. De plus en plus, comme on pourrait dire, oui. Le lac Abitibi vous a inspiré beaucoup parce qu'on voit des gravures vraiment extraordinaires du lac Abitibi et le fameux pont de l'île Népao aussi qu'on voit à quelques occasions. Le pont, c'est folklorique un peu, là, oui. Parce que c'est le patrimoine. Oui, voilà, exactement. Parce qu'on dit que si ça n'était pas du pont, on ne pourra pas aller à l'île Népao. Non. C'est ça. Où il y a vous savez qu'aux États-Unis, les ponts couverts, comme ça, ils appellent ça le pont des amours. Hein? Parce que les gens, là, quand il y avait un pont couvert, ben, ils marchaient, les coupes, puis ils allaient en dessous du pont. Puis ils allaient donner un petit bec en dessous du pont. Pas en dessous du pont. Dans le pont. Dans le pont, c'est ça, oui. Ils pouvaient aller se donner des petits becs, justement. Il y a même certains ponts aux États-Unis qui s'appellent carrément le pont des amours. Là. J'ai déjà vu ça en voyage. Oui. Okay. Mais c'est un... Fait que le pont de l'île Népao, pour moi, c'est le pont des amours. C'est le pont des amours. Monsieur Pellerin, des oiseaux. Ah oui, il y en a qui sont extraordinaires. Vous aimez beaucoup les oiseaux? Oui, parce que c'est un beau symbole, les oiseaux. Hein, c'est la liberté, tout ça. Puis, ça, ici, on voit là, un enfant des neiges. On voit ici un pic mineur. On pourrait dire plein de choses à propos des oiseaux, sur la symbolique des oiseaux. Oui, exactement. Je vais essayer d'en tourner de ça. Puis, une question qui me vient à l'idée même, M. Pellerin. Tout peintre, artiste, quand on n'aime pas quelque chose, on ne peut pas bien le faire. J'entends par là, vous avez peint ici, là, il y en a plusieurs, des oiseaux. Si vous n'aimez pas les oiseaux, non, ça serait difficile de peindre. Malgré qu'il y a des choses qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les femmes, puis je ne suis pas capable de peindre une femme nue. Pourquoi? Parce que, c'est trop beau d'une certaine façon, c'est trop délicat. Puis, alors, il y en a qui se spécialisent dans le nu. Il y en a qui se spécialisent là-dedans. Mais vous seriez incapable. Ça ne me tente pas, je n'ai pas l'idée. OK, que j'ai fait des croquis, des dessins, mais pour votre phrase que vous dites, s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on ne le peint pas, mais c'est quelque chose, c'est pas nécessairement parce que, en même temps, le dessin, la peinture, moi, si je dessine des oiseaux, à un moment donné, c'est parce que tout à coup, j'ai l'idée de faire un oiseau. Ça dépend toujours des idées qu'on a. Hein? Oui, exactement. Alors, M. Pellerin, merci infiniment. On a ici devant nous là, le fameux livre Œuvres gravées de Roger Pellerin qu'on invite à vous procurer. C'est réellement quelque chose de fantastique. Puis, j'aimerais aussi, moi, remercier les éditions du Quartz à Rouyn-Noranda. Oui, moi aussi, je les remercie parce que franchement, ils ont fait un très beau travail. Un travail extraordinaire. Puis c'est une jeune maison d'édition qui est bien de chez nous, qui a pignon sur rue à Rouyn-Noranda. Alors, on leur souhaite longue vie. Et à vous, pareillement, longue vie, M. Pellerin, puis continuez à faire de véritables chefs-d'œuvre comme ça. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.